Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello， Guten Tag， Bonjour， Здравствуйте， Hola， Konnichiwa， Xin chào， Sawadee-ka， Apa kabar？ Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufault en compagnie de Florian Dai pour vous présenter ce nouveau courrier des auditeurs. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le rappel des concours. Et oui, comme d'habitude. Donc, on va commencer par le concours de novembre, le dernier concours. Voilà, dans lequel on vous demande de nous dire qui est le ou la nouvelle présidente du Kuomintang, le principal parti d'opposition. Quel est son nom, quelle est sa position ou sa politique vis-à-vis de la Chine. Alors, on a déjà reçu plusieurs bonnes réponses et on a des cadeaux à vous donner si jamais vous répondez et que vous êtes tiré au sort. Ce sont des dessous de tasse en forme de tortue qui réagit quand elle a une tasse sur sa carapace. Il y en a 5 à remporter. Voilà, donc ce sont des sortes de... C'est ça, des dessous de tasse. Et en fait, il y a quelque chose qui bouge quand il y a du poids par-dessus. Voilà, donc écrivez-nous. Et on a aussi le concours trimestriel, on peut peut-être le rappeler. C'est le concours pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Et il faut nous donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais qui ont été exposées en République tchèque. Qui le sont d'ailleurs encore en ce moment, il me semble, pour l'instant. Donc allez-y, si vous êtes dans les parages et que vous avez envie de voir les trésors du palais, c'est plus proche que Taïwan depuis la France. Ce sont des vrais trésors. Oui. Et... Oui, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Il y a 100 objets qui sont exposés là-bas. Et franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est très très beau. Alors là, pareil, on a 5 gagnants. Ce sont des paires de tongs qui marchent toutes seules. Ah bon? C'est possible ça? Je découvre en même temps que vous là. Elles ne seront probablement pas à la taille de vos pieds. D'accord, on a toujours de ces trucs. Et puis, comme on s'était rendu compte la semaine dernière qu'on avait plusieurs concours dont on n'avait pas encore tiré au sort les gagnants et gagnantes, on a continué à tirer les résultats de 2 concours. Donc, on rattrape petit à petit notre retard. Aujourd'hui, ce sera mai et juin qui vont être tirés au sort. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quelles questions il y avait à ces mois-là? Qu'est-ce qu'on vous demandait d'abord? Ne me regarde pas comme ça, Floriane, vas-y, rappelle-nous. Alors, en mai, eh bien, on parlait beaucoup des droits de douane imposés par le président américain à beaucoup de pays dans le monde. On en parle encore aujourd'hui. On en parle encore aujourd'hui. Mais donc, à ce moment-là, on demandait quel est le taux qui était imposé à Taïwan. Et la réponse était... Lisa, est-ce que tu te rappelles? Un peu plus de 30. Oui, effectivement, c'est un peu plus que 30. C'était 32 même précisément. Et donc, vous êtes 5 à avoir gagné un décapsuleur avec une sorte de petite attache en Scooby-Doo. Donc, pour le mois de mai, c'est Thomas Beg, Jean-Michel Aubier, Daphné Arans, Nesrine Barry et Jacques Augustin qui sont les heureux gagnants. Donc, félicitations. Félicitations et merci d'avoir participé. Donc ça, c'était pour le mois de mai 2025. Et puis, il y a aussi le concours de juin. Donc, en juin, on vous demandait quelles sont les dates désormais fériées dans le calendrier, puisqu'il y a 5 jours de plus qui sont fériés à Taïwan, qui ont été votés. Et donc, on vous demandait quelles sont ces dates-là. Et on en a reparlé dans le courrier ou dans On en parle à Taïwan il y a la semaine dernière ou celle d'avant, j'ai l'impression. Parce qu'il y avait une question sur Noël. Et la réponse, c'était quoi? Et le 25 décembre fait partie des jours nouvellement fériés. Le jour de la Constitution, quelque chose Parce comme que ça? c'est le jour de la Constitution, exactement. Pas parce D'accord. que c'est Noël. Il y avait aussi autre chose? C'était quoi?
Il y avait Vas-y, aussi... rappelle-nous un peu. Il y avait aussi le 1er mai, donc le jour du travail, Oui. qui n'était pas férié pour tout le monde et qui maintenant le sera. Mhm. Il y a La fête de Confucius, je crois. la fête de Confucius, donc l'anniversaire de Confucius qui est appelé des aussi la fête des professeurs. professeurs, qui est le 28 septembre. Il y a également le 24 octobre, qui est Guangfujie, qui est la fête de la rétrocession de Taïwan, donc lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont laissé le contrôle de l'île et sont repartis. Voilà. Et puis, il y a aussi la veille du Nouvel An lunaire, qui est le dernier jour parmi ces 5 qui sont maintenant fériés dans le calendrier. Donc, pour la veille du Nouvel An lunaire, ça change chaque année. C'est selon le calendrier lunaire. Et donc, il y a 6 gagnants qui ont gagné des petits tickets ou marque-pages. Et je vais annoncer tout de suite les gagnants. On a d'abord Nagmouchi Noari, Mustapha Bari, Daniel Villon, Berat Bezazel, Ferrat pardon, Paul Jamet et Farid Boumechal. Félicitations. Donc, merci à tout le monde aussi d'avoir participé. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à envoyer les réponses pour les questions mensuelles et trimestrielles qui sont en cours en ce moment. Et puis, ça sera tout pour les concours aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord, avant de passer aux réponses aux questions, saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit. Alors, notamment Monsieur Réanche qui nous écrit d'Inde, Nagmouchi Noari d'Algérie ainsi que Farid Boumechal. Je crois qu'on les a cités dans les concours puisqu'ils ont gagné des cadeaux. Christian Guibaudo qui nous écrit de Tende en France, Philippe Marsan, Raphaël Voidis, Bernard Ledrich qui nous écrit de Fougue en France et qui fait partie du Radio Club des radios amateurs écouteurs lorrains. On a aussi Rob Denbourg qui nous écrit de Hainour aux Pays-Bas et qui nous a aussi envoyé un rapport d'écoute. On salue également Mohammad Akil Bashir qui nous écrit de Jang au Pakistan, ainsi que Eugène Kornkin qui nous écrit de Moscou et qui écoute en ondes courtes. Il nous a écrit grâce à un logiciel de traduction parce qu'il ne parle pas français, mais il nous a quand même envoyé un rapport d'écoute. Et enfin, Salim Akhtar qui nous écrit de Chigno au Pakistan. J'ai regardé sur Google, c'est très beau. Il y a également Reynaldo Naldi qui nous a écrit depuis le Brésil, qu'on remercie. Waouh! On n'a pas souvent des auditeurs du Brésil. Et puis Fabrizio Savini qui nous écrit d'Italie, donc ça fait aussi plaisir de recevoir tous ces messages. Merci à tous et à toutes. Également Nicolas Pénarin qui nous écrit depuis la Bretagne. Et je pense que pour l'instant, c'est tout. On a fait le tour des messages reçus au moment de l'enregistrement de cette émission. Voilà, donc merci à tous et continuez à nous écrire, à nous envoyer des rapports d'écoute et n'hésitez pas à nous faire des retours, en particulier sur les contenus des émissions, pour nous dire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu et pourquoi pas nous donner des idées de sujets ou de choses que vous aimeriez explorer dans les émissions. Une petite dédicace aussi à Gilbert Dupont par rapport à la question sur les taxes imposées par Donald Trump, qui avait aussi participé et qui avait dit « Et tant pis si je me trompe, l'important c'est de participer ». Bel esprit. Voilà, c'est un des meilleurs usages du mot Trump que j'ai vu depuis un moment. Donc merci à tous et puis on va passer sans attendre aux réponses aux questions. Et on va commencer par une double question ou deux questions qui sont un petit peu en lien l'une avec l'autre. La première est de Raphaël Voidis qui demande « Est-ce que les Taïwanais ont peur d'une invasion chinoise ?» Et l'autre c'est Christian Guibaudo qui nous demande... qui nous rappelle qu'on avait fait part d'un sondage disant que 80% des Taïwanais ne sont pas d'accord avec le fait que Taïwan soit une partie de la Chine communiste, mais qui demande si les Taïwanais sont prêts à se battre contre l'armée de Pékin pour rester indépendants, et est-ce que les Taïwanais pensent qu'une déclaration d'indépendance pourrait vraiment détériorer les relations entre Taipei et Pékin. Alors, vaste sujet. Est-ce que les Taïwanais ont peur d'une invasion chinoise ? Je dirais globalement oui, mais à des degrés divers.
c'est un peu comme une épée de Damoclès qui reste toujours au-dessus de leur tête et qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va tomber ou si elle va tomber ou comment ça va se passer en fait. Et c'est vrai que c'est un sujet qui guide beaucoup les votes avec des stratégies différentes selon les partis politiques. Mais donc le KMT prône plutôt un rapprochement avec la Chine pour éviter une escalade des tensions, quitte à faire des sacrifices sur d'autres plans qui pourraient de facto mener à la fin de l'indépendance de Taïwan. Par exemple, sur le plan économique, quand il y avait la proposition de traité qui ouvrirait le marché taïwanais aux investissements chinois, et qui et les services, c'est ça. Et donc le Parlement était occupé en 2019 pendant le mouvement des tournesols pour protester contre cette loi qui allait passer. Et le DPP, pour sa part, adopte une position plus ferme et refuse de céder du terrain sur d'autres domaines, ce qui agace la Chine et donc provoque une escalade des tensions. Voilà, très globalement, c'est un petit peu ça les deux attitudes, mais donc ça montre que la politique taïwanaise est en grande partie centrée sur l'attitude à avoir face à la Chine pour éviter une invasion chinoise, une invasion militaire. Et puis, donc ça c'est pour la question de Raphaël Voïdis, et par rapport à ce que demandait Christian Guibaudot, donc si les Taïwanais sont prêts à se battre, j'ai retrouvé un article qui regroupe plusieurs sondages réalisés entre 2021 et 2023. Et dans ces sondages, il y a donc si les Taïwanais seraient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord de se battre, ou bien neutre ou pas d'opinion, ou bien s'ils sont plutôt pas d'accord ou vraiment pas d'accord de se battre. Et dans tous ces sondages-là, donc il y en a 5, il y a entre 43 et 48% qui sont tout à fait d'accord de se battre, et autour de 25 à 31% qui sont à peu près d'accord ou volontaires pour aller se battre. Donc au total, ça fait environ plus de 60% de la population, jusqu'à 75%, qui sont prêts à se battre pour défendre Taïwan en cas d'invasion de la Chine militaire. Donc ça, c'est un article qui a été publié par Taiwan Politics. Cet article conclut que Taïwan, considéré comme l'endroit le plus dangereux du monde par The Economist en 2021, pourrait devenir prochainement le théâtre d'un nouveau conflit militaire, mais que si Taïwan a pu vivre en paix jusqu'à présent, c'est pas grâce à la bienveillance de la Chine, mais grâce d'une part à la détermination de la population taïwanaise à se battre, et d'autre part aux promesses de sécurité faites par les États-Unis. Et puis selon un autre article de War on the Rocks, publié en septembre de cette année, il y a aussi des formations de défense civile qui sont proposées par la Kuma Academy et la Forward Alliance, qui sont réservées des mois à l'avance, tellement il y a une volonté aussi de la population en général à se préparer à un éventuel combat. Et ils ont aussi remarqué que beaucoup de médecins vont se former en particulier au traitement des blessures par balle et des traumatismes graves, qui sont des événements qui sont pour l'instant très rares à Taïwan, mais qui deviendraient plus fréquents en cas de guerre ouverte. On peut aussi remarquer que le budget de la défense augmente fortement d'année en année, que les exercices Hangguang ont duré 2 fois plus longtemps et incluent plus d'exercices réalistes et plus de monde, y compris des réservistes, mais que toute cette politique est aussi fragilisée par les tensions internes à Taïwan entre le KMT et le DPP, puisque le KMT a accusé le président Lai Ching-te de provoquer la guerre pour son gain personnel, et il s'oppose à l'augmentation du budget de la défense et à beaucoup de projets qui vont dans le sens de la préparation militaire et civile. Voilà un petit peu globalement le portrait de la situation à Taïwan. Quant à la deuxième partie de sa question, qui est est-ce que les Taïwanais pensent qu'une déclaration d'indépendance pourrait vraiment détériorer les relations entre Taipei et Pékin? La réponse, elle est très simple, oui. Détériorer, voire directement aboutir à une déclaration de guerre avec Pékin, qui tolère déjà très difficilement le statu quo tel qu'il est, c'est-à-dire un petit peu flou, dans lequel le nom officiel de Taïwan reste la République de Chine, et la Chine peut continuer à faire pression à l'international pour exclure Taïwan autant que possible, parce que si Taïwan déclare son indépendance, ça revient à nier frontalement le principe d'une seule Chine, qui est la politique de la Chine,
et qui dit il peut y avoir donc pas de République de Chine et de République populaire de Chine qui coexistent indépendamment l'une de l'autre, mais qu'il doit y avoir une seule Chine. Et en fait, la grande majorité des Taïwanais est convaincue que ça équivaudrait à une invitation pour Pékin à envahir Taïwan si l'indépendance était déclarée. Et sinon, Taïwan l'aurait déjà fait il y a un moment, ou au moins ça aurait été beaucoup plus discuté que ça ne l'est actuellement, parce qu'il n'y a pas de grand débat non plus dans la société sur est-ce qu'il faudrait déclarer l'indépendance. En fait, la déclaration officielle de l'indépendance de Taïwan, c'est une position... Enfin, c'est quelque chose qui est soutenu par vraiment une très petite minorité de Taïwanais. Même au sein du DPP, c'est pas du tout dans les... Comment dire ? C'est pas dans l'agenda. C'est pas dans l'agenda. Même s'ils sont qualifiés d'indépendantistes par les opposants. Dans les statuts du parti depuis plusieurs années. Et en fait, leur position officielle maintenant, c'est de dire Taïwan est déjà indépendant. C'est donc ce c'est que pas la peine de Taïwan avait déclaré, c'est ça. Ouais. Ça fait déjà pas mal d'années que c'est comme ça maintenant. Oui, c'est ça, puisque le pays est de fait souverain et indépendant. Donc il n'y a pas besoin de faire une déclaration en plus. Mais voilà, Taïwan n'est pas prêt de changer son nom non plus. Pour l'instant, le choix qui est fait, c'est d'accoler Taïwan à République de Chine dans certains discours. Non, mais là pour le coup, c'est pas la Chine pas qui changer s'y le opposerait, nom c'est officiellement. plutôt le Kuomintang Aussi. qui s'opposerait à un changement de nom. Pékin a menacé très directement d'envahir Taïwan si une telle déclaration était faite. Donc ce ne sont pas non plus que les craintes des Taïwanais. Une déclaration d'indépendance, mais il n'y a pas eu, il me semble, de propos à propos du nom. Donc merci à Raphaël Voidis et à Christian Guibaudot pour ces questions. Et je voudrais répondre à une question posée par Jacques Augustin sur les fast-foods. Il demande si les fast-foods comme McDonald's ont du succès à Taïwan. Voilà, un petit changement d'air après l'invasion chinoise, l'invasion américaine par les fast-foods. Et même si je ne vais pas à McDonald's, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. J'ai appris que le premier McDonald's avait ouvert ses portes à Taïwan en 1984 sur la Minshan East Road dans l'arrondissement de Songshan. C'est un restaurant qui a été ouvert par la famille de Sunda Chiang qui a fondé McDonald's Taiwan Restaurants Company, une co-entreprise avec McDonald's USA, et qui a été son premier président. Et 9 ans plus tard, en 1993, le siège américain a racheté les parts de Sunda Chiang et a pris le contrôle de l'entreprise. Et aujourd'hui, McDonald's est la première chaîne de restauration rapide au monde, ça on le sait, avec 43 377 restaurants dans le monde en 2024, dont 13 557 aux États-Unis et 417 à Taïwan. C'est quand même énorme pour la taille de Taïwan. Oui. Et en 2023, McDonald's comptait 22 000 employés à Taïwan, selon les estimations du Commonwealth Magazine, puisque McDonald's Taïwan ne publie pas ses chiffres d'affaires. L'entreprise aurait gagné près de 25 milliards de dollars taïwanais en 2019, soit près de 5 fois plus que son rival Moss Burger. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, parce que c'est pas très connu en dehors de l'Asie, c'est une chaîne de restauration rapide japonaise qui fait notamment des hamburgers avec du riz à la place du pain. Et cette chaîne, c'était un peu la réponse du Japon à McDonald's. Elle a été créée en 1972 avec un premier restaurant ouvert en 1988 à Taïwan. Et on en compte 302 aujourd'hui dans le pays. Donc c'est la deuxième chaîne de restauration rapide à Taïwan. Et ce qui m'a surprise en arrivant à Taïwan, c'est de voir que beaucoup de Taïwanais allaient au McDonald's pour le petit déjeuner et que ça ne les dérangeait pas de manger un hamburger et des frites dès le matin. Et j'ai ensuite remarqué que de nombreux restaurants de petit déjeuner proposaient non seulement des crêpes aux œufs, des tan bing, mais aussi des hamburgers, des œufs brouillés, des petites saucisses industrielles ou encore des nuggets de poulet, des sortes de jambon de type spam, des frites, des sandwichs de pain de mie, enfin que des trucs qui n'avaient pas vraiment l'air taïwanais et ça m'a vraiment interpellée. Et je suis justement tombée sur un autre article du média Taiwan Sin qui a été republié dans le Commonwealth Magazine, qui est intitulé « Comment le petit déjeuner taïwanais a cessé d'être taïwanais ». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on y apprend que lorsque les premières chaînes de petit déjeuner
ont ouvert à Taïwan dans les années 80, il y avait au moins 2 styles de petit déjeuner. D'abord, il y avait les Taïwanais de souche qui prenaient un petit déjeuner plutôt à base de riz. Donc c'est un régime qui ressemblait sans doute aux habitudes alimentaires anciennes, puisque dès 1896, le missionnaire George Leslie Mackay avait décrit dans ses mémoires que les paysans, avant de partir travailler dans les champs le matin, prenaient un petit déjeuner à 4 heures du matin, donc, fait de riz cuit et de légumes salés. Ce serait plutôt le Joe, j'imagine, du riz assez liquide, ou c'est ce qu'on voit encore maintenant parfois dans les petits petits déjeuners. C'est pas précisé si c'est du Joe ou pas. Ouais. Mais effectivement, c'est souvent... le Joe, c'est pratique parce qu'on peut mettre des restes de riz de la veille. Voilà. Et dans la catégorie des petits déjeuners traditionnels taïwanais, on peut aussi citer le porridge, comme tu dis, le porridge, le Joe, qui pouvait être saupoudré de viande de porc séché et assaisonné ou encore de taro cuit à la vapeur. Donc ça, c'est la première catégorie de petits déjeuners traditionnels à Taïwan. Enfin, traditionnel. Tout est traditionnel au bout d'un moment, le devient au bout d'un moment. Qu'est-ce que la tradition ? Voilà. Et le deuxième style de petit déjeuner qui existait à Taïwan, en tout cas avant l'arrivée des hamburgers, avant la déferlante des hamburgers, c'était celui qui est arrivé à Taïwan avec les continentaux à la fin des années 40, avec des produits à base de blé, comme par exemple des petits pains cuits à la vapeur, des mantou, des galettes plates saupoudrées de sésame et cuites dans un four en argile, avec les fameux youtiao, les bâtons de pâte de blé frits, qui peuvent aussi se tremper dans du lait de soja. Et donc, c'est le genre de petit déjeuner que l'on peut trouver aujourd'hui dans ce qu'on appelle les doujiangtian. Mais on peut lire que dans les premières années de la République de Chine à Taïwan, les soldats de base mangeaient tous les matins un bol de lait de soja avec des youtiao, ce qui peut être surprenant parce que c'est pas vraiment un repas qui tient au corps. Mais bon, en tout cas, cette habitude a contribué à populariser le youtiao et d'autres produits à base de blé au sein de la population dite des Taïwanais de souche. Et aujourd'hui, ce genre de restaurants sont souvent ouverts 24 heures sur 24, ou alors ils ouvrent le soir jusqu'au matin vers 11h midi, et beaucoup de ces restaurants ont ouvert dans les années 50. Et environ 20 ans plus tard, donc, en 1984, l'arrivée de McDonald's va donner naissance à une nouvelle génération de restauration de petits déjeuners, à une époque où beaucoup de familles ont les 2 parents qui travaillent, et donc le matin, c'est plus pratique de manger à l'extérieur plutôt que de se lever aux aurores pour préparer le petit déjeuner de toute la famille. Donc parmi ces chaînes de petits déjeuners, il y a la chaîne Mayor May, qui a ensuite renommé la plupart de ses restaurants en Good Morning. L'histoire de cette chaîne n'est pas vraiment liée à McDonald's, mais plutôt à l'influence de la culture culinaire américaine en général, avec la mondialisation, la télévision. J'ai appris que l'ancêtre de Mayor May, c'est Julin Mayor May, qui a été créé en 1981 avec un certain Lin Kunyang, qui était employé chez Nanya Plastics et qui avait découvert à la télé la culture du hot dog dans les stades de baseball américains et qui a pensé qu'il était possible de commercialiser des hamburgers de la même manière à Taïwan. Donc il a d'abord essayé de vendre des hamburgers à un stade municipal de baseball à Taipei, mais ça n'a pas vraiment marché. Ensuite, il a installé un stand devant le lycée professionnel UDA, avec cette fois un franc succès. Et ensuite, il a ouvert un restaurant de petit déjeuner appelé Mayor May sur Bade Road, proposant des sandwichs et des hamburgers à petit prix. Et c'est un peu l'histoire de cette success story de Mayor May qui comptait en 2017 environ 1400 restaurants. Et ça, c'est seulement cette chaîne-là, mais il y a plein d'autres restaurants. C'est une chaîne très populaire. Très populaire, très connue, mais il y a plein d'autres restaurants de petit déjeuner au menu similaires, presque identiques, donc qui relèvent d'autres chaînes qui sont tout simplement ouvertes de manière indépendante, ce qui donne un peu une idée aux auditeurs de l'ampleur de ce phénomène qui a finalement laissé une empreinte durable sur la culture alimentaire des Taïwanais. Et maintenant, dans les Mayor May, on trouve à la fois des hamburgers et parfois des danbing aussi, ou bien des petits déjeuners à la taïwanaise. La plupart des magasins de petits déjeuners offrent les 2 options, soit quelque chose de plus local, entre guillemets, soit quelque chose à l'américaine. Mais souvent, c'est de très mauvaise qualité, il faut le dire. J'aime pas du tout le repas. Si on veut manger des vrais danbing, des vrais shaobing, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller dans des doujiangtian. Ouais. Eh ben, c'était une question très intéressante. Du coup, merci beaucoup à Jacques Augustin. C'était ça pour
pour cette question. Je voulais continuer avec une deuxième question qui était aussi posée par Christian Guibaudot, qui porte sur la présence de la communauté ouïghour à Taïwan. Donc, est-ce qu'il y en a et quelle est l'attitude du gouvernement du DPP s'il reconnaît la volonté des Ouïghours d'avoir une autonomie au sein de la République populaire de Chine? Alors, il n'y a pas de statistiques officielles sur le nombre de Ouïghours qui vivent à Taïwan, mais ils sont très peu nombreux en tout cas. Et s'il y en a, ils sont d'une part pas vocaux et probablement venus à Taïwan il y a très longtemps, de deuxième génération ou plus, parce qu'il y a très très peu d'échanges. C'est-à-dire qu'ils ne s'expriment pas beaucoup en public. Voilà, mais il y a très peu d'échanges possibles maintenant entre la population ouïghour en Chine et à l'étranger. Et voilà, depuis que la Chine a commencé à surveiller, enfermer dans des camps, stériliser, contrôler tous les déplacements et les activités de la population ouïghour à la fois en Chine et à l'étranger, c'est vraiment très difficile. Taïwan a fait très peu de déclarations à ce sujet et encore moins d'actions concrètes. Mais on peut tout de même noter une déclaration de 2022 lorsque le ministère taïwanais des Affaires étrangères a salué le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains pour avoir, malgré l'énorme pression exercée par Pékin, publié un rapport sur la situation des droits humains au Xinjiang. Et donc, il a également condamné les violations des droits humains commises par les autorités chinoises en disant que l'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire des Ouïghours et d'autres membres de groupes de population à prédominance musulmane peut constituer des crimes internationaux, et en particulier des crimes contre l'humanité. Nous appelons le gouvernement chinois à cesser immédiatement les violations des droits de l'homme et à libérer dans les meilleurs délais ceux qui sont indûment détenus dans des soi-disant centres de formation, des prisons ou des centres de détention, a déclaré le ministère taïwanais. Et en fin 2022, le yuan législatif a adopté une résolution condamnant les atrocités contre les Ouïghours, donc une résolution interpartie, qui était la première en Asie qui reconnaît les abus de droits humains du gouvernement chinois contre les Ouïghours et d'autres peuples musulmans, et le fait que ça constitue un génocide. Donc c'est une résolution qui enjoint le gouvernement à se joindre à d'autres démocraties et à condamner et sanctionner le régime chinois. Plus tôt, en 2016, sous le gouvernement du Kuomintang, un activiste ouïghour s'était vu refuser l'autorisation de venir à Taïwan pour assister à un forum sur la liberté religieuse en Asie-Pacifique pour cause de danger à la sécurité et donc probablement après des pressions chinoises. Taïwan n'a pas de loi qui permette de donner un statut de réfugié, donc pour les Ouïghours qui réussiraient à s'enfuir, ce serait pas évident du tout pour eux de venir s'installer à Taïwan. Et sinon, les Ouïghours sont soumis aux mêmes règles que les Chinois pour venir à Taïwan, donc qui sont très restrictives, avec en plus toutes les pressions du gouvernement chinois qui restreignent énormément les voyages et qui utilisent souvent les familles de ceux qui sont à l'étranger comme moyen de pression pour les faire s'auto-censurer. Donc voilà, c'est vraiment un groupe de personnes qui sont très peu présents et visibles à Taïwan. J'ai parlé des Ouïghours dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, puisque j'ai parlé de la fermeture complète des opérations de Radio Free Asia la semaine dernière. Et le service en langue ouïghour, donc un des journalistes de ce service, expliquait qu'il y avait plus de 50 proches de journalistes de RFA en langue ouïghour qui avaient été arrêtés et condamnés par la justice en Chine pour faire pression justement sur les journalistes qui vivent à l'étranger et qui fournissent de l'information sur les ondes. Ouais. Donc c'est vraiment... c'est un système répressif qui s'étend même à l'étranger, au-delà des frontières diaspora. Du Xinjiang et de la Chine. Et souvent, quand ils donnent des visas pour les Ouïghours pour sortir de la Chine en voyage, ils les donnent qu'à un membre de la famille à la fois pour être sûr que les autres restent sur place et pour qu'ils aient un moyen de pression pour les faire revenir après, par exemple. Voilà, donc merci à Jacques-Augustin pour sa question et on arrive déjà à la fin de ce courrier des auditeurs. C'était Christian Guibaudot pour celle-là, mais merci aussi à Jacques-Augustin pour les siennes, qui sont nombreuses. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs que je présenterai avec Meg. Donc, moi, je vous retrouverai dans On en parle à Taïwan. Voilà, donc merci à tous et à bientôt. Au revoir.